Bonjour et bienvenue sur Saint-Sigis FM. Je suis Sophie et je suis accompagnée aujourd'hui de Charline, Nadège, Hugo et Karine. Bonjour à tous. Au programme de cette émission, on parlera dark romance avec Charline, jazz et NJP avec Karine, e-sport avec Hugo, uniforme à l'école avec Nadège et on conclura avec un débat autour des femmes dans la société. Les femmes, ce sera d'ailleurs le fil rouge de cette émission. Et pour démarrer, on va revenir sur un phénomène chez les jeunes qui inquiète un petit peu, la dark romance avec Charline. Alors, si je vous dis Captive, Hadès et Perséphone, peut-être que ces titres ne vous disent sûrement rien, mais en fait, ça fait déjà quelques années que ce phénomène littéraire qu'est la dark romance est très en vogue chez nos adolescents, et plus particulièrement les adolescentes à partir de 13 ans. Alors, la dark romance, c'est quoi ? Est-ce que c'est seulement des histoires de cœur brisé ? Eh bien, pas seulement. La dark romance, c'est tout d'abord, pour la majorité des cas, une relation toxique entre un homme et une femme, où les femmes sont majoritairement objectivées, soumises, ou voire séquestrées. On y ajoute une dose de syndrome de la sauveuse, de la manipulation, et vous avez tous les ingrédients pour un parfait roman de dark romance. Ça date pas d'aujourd'hui, on connaissait Lolita de Nabokov par exemple il y a déjà quelques décennies. Si aujourd'hui la dark romance c'est un véritable phénomène littéraire, TikTok n'y est pas pour rien, puisqu'on a aujourd'hui les BookTok, cette sous-communauté de TikTok où les influenceurs et les influenceuses promeuvent les livres que leur envoient les maisons d'édition. La dark romance, c'est d'ailleurs à peu près 7% du marché du livre. Alors, on s'est demandé qu'est-ce qui plaisait autant à nos ados dans ce phénomène littéraire. Déjà, j'aime bien que ça change d'habitude. Quand on lit beaucoup de livres, après, ça se répète souvent. J'aime aussi bien le fait que c'est un livre là où même si c'est problématique, tant qu'on sait que c'est pas censé se passer dans la vraie vie et qu'on le lit vraiment avec beaucoup de on comprend beaucoup de distance sur le livre. Moi, j'aime bien tant qu'on prend des distances et qu'on sait que c'est pas la réalité, que c'est pas censé arriver dans la vraie vie. Aussi, j'aime bien parce que du coup, des fois, ça me fait sortir de la colère pour les personnages. Et donc, ça fait remonter des émotions et j'aime bien du coup. Dans la dark romance, il y a un peu un côté évasif où on sait que ça arrivera. Faut aussi savoir se détacher de la réalité parfois. Et des fois, quelquefois, c'est un peu agréable quand c'est pas problématique. Alors problématique, là le mot il est plus que juste, car dans ces livres ce sont bien des comportements toxiques qui sont bien souvent mis en valeur. Les thèmes qui reviennent d'ailleurs le plus souvent, c'est un harceleur qui devient l'amant, une héroïne qui tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus âgé, qui entraîne du coup des rapports sexuels entre majeurs et mineurs. Clairement, un rapport misogyne entre les personnages et une éternelle rivalité féminine. On a donc une valorisation des comportements masculins violents, que ce soit psychologiquement et physiquement. En somme, une culture du viol tout à fait légitimée. Et nos ados, est-ce qu'elles en ont conscience de tout ça ? Il y a des comportements très toxiques, des actions toxiques, du coup le viol ou les agressions, ça revient trop souvent à mon goût. Et du coup, ça rend la lecture moins agréable. Quand il y a les scènes-là, en général... Je trouve ça problématique de romantiser des scènes qui sont pas censées être normales, comme le viol ou la séquestration, la violence sur les femmes. Et le fait que dans ce genre de livre, la femme est souvent traitée comme un objet. Et c'est très sexiste. Il y a et puis plein de personnes romantisent le fait, un personnage en particulier, qui disent oui, ce personnage, il est vraiment attirant alors qu'il fait du mal à une femme et c'est pas censé être normal. Alors, dans le cas de figure-là où nos ados ont conscience des caractères problématiques de la lecture, ça peut leur permettre d'identifier un comportement qui est dit toxique et du coup d'elles-mêmes poser leurs limites dans une relation de ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Cependant, il faut quand même rappeler que les représentations, que ce soit à travers le cinéma, les séries ou la littérature, ont une influence énorme sur la construction personnelle et émotionnelle. Le risque, c'est donc que ces filles intériorisent ces comportements problématiques et normalisent ce genre de relation. On leur a donc demandé s'il fallait interdire la dark romance. Pas l'interdire, mais plus le contrôler et peut-être un petit peu plus réguler ce qui est dit et bien à chaque fois rappeler que c'est pas normal et que ça doit pas être normalisé. Alors effectivement, l'interdire, ça serait
quand même compliqué, puisque, rappelons-le, sur le marché du livre, c'est un très gros gagne-pain pour les libraires et les influenceurs, influenceuses, qui peuvent difficilement faire une critique négative de ces livres-là, puisque eux-mêmes tiennent leur rémunération des maisons d'édition. Du coup, il faudrait plutôt préconiser un accompagnement de la lecture et mettre des avertissements explicites au début des livres. Même si la dark romance, c'est un phénomène qui touche majoritairement un public féminin, les garçons, eux, ne sont pas moins influencés par TikTok et pas non plus dans le bon sens, puisqu'on assiste vraiment à un revival d'ouvrages soi-disant sur l'art de la séduction, mais comprenez plutôt de la manipulation, et où le consentement est absent de tous ces livres. Donc c'est vraiment deux phénomènes qui se complètent dans les comportements toxiques. Majoritairement, la dark romance, ce sont des scénarios qui ont été décrits plus tôt, mais encore heureux, il existe quelques titres qui sont plus inclusifs et plus respectueux des femmes. Par exemple, c'est le cas de After Love de Tanya Byrne ou encore À cœur ouvert de Jessie Kirby. C'est des histoires d'amour tristes, certes, mais pas toxiques. Merci Charline, merci beaucoup. Très intéressant ce reportage et je vous invite à poursuivre avec un autre sujet qui va concerner là encore les jeunes et peut-être les moins jeunes aussi. Un sujet avec Nadège qui va nous parler de l'uniforme à l'école. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chronique où nous allons explorer un sujet qui suscite débat et émotion, le port de l'uniforme scolaire. Tout d'abord, plongeons-nous dans l'histoire. L'uniforme trouve ses origines dans l'Angleterre du XVIe siècle où il était réservé aux enfants défavorisés. Il symbolisait l'ordre et la discipline tout en offrant une solution économique pour les familles pauvres. Si on reprend l'exemple de la France, il s'est imposé sous la Troisième République avec l'idée de promouvoir l'égalité républicaine et de limiter les distinctions de classe. Pourtant, après mai 68, il a progressivement disparu des écoles publiques, jugées trop rigides et incompatibles avec les idéaux de liberté individuelle. Il reste néanmoins en vigueur dans certains établissements, privés, militaires ou religieux. À l'heure actuelle, le gouvernement le remet au devant de la scène puisqu'il fait l'objet d'expérimentations dans 100 établissements en France, et le débat est donc relancé, avec des arguments pour, en termes d'égalité sociale, moins de disparité économique visible à travers les vêtements, moins de jugements basés sur la marque ou le style. En termes de discipline, d'appartenance, on instaure un cadre qui favorise la concentration et renforce le sentiment d'appartenance à une communauté scolaire. Un gain de temps et d'argent. Fini les discussions interminables le matin. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ce matin ? Mais des arguments contre. Une entrave à la liberté individuelle. Comment exprimer ma personnalité sans choisir comment je vais pouvoir m'habiller aujourd'hui ? Un impact limité sur les inégalités, car celles-ci finalement restent perceptibles à travers d'autres aspects comme les accessoires ou le matériel scolaire. Un risque de conformisme. Comment exprimer ma créativité et faire accepter ma différence ? Dans un contexte de tension sociale et de volonté politique d'encadrer davantage la jeunesse, il n'est pas étonnant finalement que ce débat soit de nouveau ouvert. Mais qu'en pensent les principaux intéressés, les élèves, pour ou contre le port de l'uniforme ? Plutôt contre plutôt que pour, mais en effet les deux ont leurs inconvénients, enfin les deux peuvent être justifiés parce que le port de l'uniforme a ses avantages, comme supprimer par exemple les différences sociales ou économiques. Mais en revanche, ça a aussi ses défauts, parce que à cet âge, surtout à cet âge, les élèves aiment bien s'affirmer, et ça passe par exemple le port des vêtements. Donc c'est leur enlever une partie de leur liberté, une partie de leur expression, de mettre l'uniforme. Moi, c'est plutôt un inconvénient, parce que la base des uniformes, c'est de réduire le harcèlement quand même. Et je pense que de toute façon, il y aura quand même du harcèlement, parce qu'ils trouveront toujours quelque chose à critiquer. Et que de toute façon, si c'est pour les origines sociales, les gens pourront quand même savoir d'une manière ou d'une autre. Plutôt pour, parce que je pense que ça pourrait diminuer les injustices sociales, ralentir tout ce qui est le phénomène de la marque et tout. Et puis ça peut aussi permettre d'appartenir à une communauté, d'appartenir à la communauté Notre-Dame-Saint-Sylvestre, ça peut rapprocher les gens, je pense. Je pense que l'uniforme peut avoir des avantages, un certain nombre d'avantages quand même, parce que effectivement ça réduirait des problèmes et peut-être que ça permettrait à certains élèves de se sentir mieux et vraiment ça pourrait réduire les problèmes de harcèlement. Je pense aussi que ça pourrait réduire la possibilité de s'exprimer dans sa façon de s'habiller, mais après on peut se dire que peut-être que l'école et enfin le lycée et tout ça, c'est pas forcément le lieu adéquat pour faire ce genre de choses et on pourrait s'exprimer aussi en dehors des établissements.
Donc finalement, c'est un peu des deux. On constate que les avis sont partagés et qu'apparemment ils seraient plutôt d'accord pour avoir simplement un petit accessoire, un petit logo, un petit symbole d'appartenance, mais pas forcément un uniforme complet. Et le débat est ouvert sur, finalement, les filles plutôt la jupe, les garçons plutôt le pantalon. À réfléchir, affaire à suivre. Merci Nadège. Merci pour ce temps sur l'uniforme à l'école et les questions qui nous sont posées. Dark Romance, uniforme à l'école. Je vous invite à poursuivre sur un autre sujet qui va venir compléter notre réflexion, aussi pour ce qui concerne notre sujet du jour, les femmes, mais pas que, avec Hugo et le e-sport. Tout à fait, nous allons parler e-sport et pour ceux à qui je parlerai déjà chinois, sachez tout simplement que c'est de la compétition de jeux vidéo et qu'en même temps, vous n'êtes plus vraiment dans le coup. Alors pourquoi I ? Le I, c'est le I anglais qui s'écrit E pour Electronic, que l'on trouve également dans email pour courrier électronique. Et sport, car oui, c'est de la compète, l'air de rien. Le terme est moderne, mais ça ne date pas d'hier. En effet, et surtout, ce n'est plus réservé aux jeunes. Les gamins des années 80 ont aujourd'hui la quarantaine, voire plus, et ils ont embarqué leurs enfants dans l'aventure. L'industrie du jeu vidéo est devenue un poids lourd avec un chiffre d'affaires de 6,1 milliards d'euros et nous sommes passés des PC branchés dans la cave aux parties en ligne sur mobile avec des joueurs du monde entier. Ça touche vraiment toutes les tranches d'âge pour le plus grand bonheur des investisseurs. Alors attention, tous les joueurs ne sont pas des compétiteurs e-sport, comme vous n'êtes pas Zidane du moment que vous tapez dans un ballon. Non, comme toute discipline, cela demande un investissement conséquent et va au-delà du simple passe-temps. Il y a de l'oseille à se faire et c'est naturel que des formations professionnelles soient apparues ici et là. On pense en premier lieu aux joueurs, mais il y a une multitude de corps de métier qui gravitent autour. On a des coachs, des commentateurs, des chargés de communication, des ingé-sons, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si je vous dis PSG, ça parle, vous avez l'image en tête du club qatari plein aux as. Eh bien le PSG a lui-même sa propre équipe de e-sport. Même notre gouvernement a l'ambition de faire notre pays le leader européen du secteur à horizon 2025. Mais ça, c'était avant la censure, on verra comment que ça évolue. C'est devenu une véritable machine de guerre économique. Oui, mais pas que. Il y a du business qui se fait, mais aussi des actions locales ou caritatives. Je pense notamment au The Event, qui est un téléthon gaming où les différentes personnalités du secteur se retrouvent pour un marathon et récoltent des fonds pour différentes associations. Cette année, ils ont quand même récolté plus de 10 millions d'euros. On a même Samuel Etienne, vous savez, là, le présentateur de Questions pour un champion, pas l'ancien, pas le Vosgien, le nouveau, qui participe à l'événement. Si on atteint à 500 000, et c'est jouable, à 500 000, je présente un question pour un champion. Je m'y engage, c'est un nouveau Donation Goal avec les cheveux verts. Voilà, comme ça vous pourrez en parler avec vos grands-parents qui doivent bien le connaître. Ce qui est bien avec le e-sport, c'est que c'est accessible même à petite échelle. Vous avez des associations qui organisent des petits tournois dans les bars ou lors de conventions et même les écoles s'y mettent. Je le sais bien, ça fait 4-5 ans que j'organise des tournois Mario Kart à Sigis. L'expérience est vraiment fédératrice pour les élèves, les niveaux ne sont pas séparés et des terminales sympathisent avec des quatrièmes par exemple. Chaque année, on essaye de faire mieux, notamment sur les replays. On enregistre en direct avec des commentateurs pour ensuite publier sur les réseaux sociaux et faire monter la hype. On va même défier d'autres écoles. On a eu l'occasion d'affronter le lycée Yugakan au Japon en direct et prochainement, on aura une grosse compétition avec Jean 23 à Metz. Et Hugo, par rapport à notre sujet du jour et notre fil rouge, qu'en est-il des joueuses ? Alors l'e-sport a une image masculine, c'est indéniable, et ce ne sont pas les chiffres qui vont me contredire. Avec 47% de joueuses, seuls 6% sont représentés dans le e-sport. Pire, on retrouve les mêmes inégalités sur les salaires, si ce n'est plus, et le harcèlement est un vrai fléau. J'ai eu l'occasion de poser la question à Madame Sibéa Solt, qui est professeure à Sigis et une gameuse en même temps, et Tia, qui est élève en terminale. Je vous fais écouter. Oui, j'ai eu des remarques. J'avais parlé sur le serveur et directement, j'ai eu des garçons qui ont commencé à m'insulter, qui ont commencé à dire « Oh, il y a une fille, etc. » La première fois que je jouais en ligne, c'était un vrai choc, au final, d'entendre ça. On veut apprendre et c'est là que directement, on se fait agresser verbalement.
si forcément dans les jeux en ligne, style Valo ou même d'autres trucs comme ça, quand tu mets ton micro et qu'on entend que c'est une fille, suffit que t'aies manqué ton kill, que tu te sois pris n'importe quelle balle de n'importe où, c'est forcément parce que t'es une fille que t'as perdu. Et c'est forcément à cause de toi qu'on a perdu la game, alors que t'es meilleur joueur de la partie. Je parlais d'environnement familial et de qualité humaine, mais il y a aussi des comportements inacceptables qui, pour ma part, me révoltent. Certaines personnes oublient le savoir-vivre dès qu'ils se retrouvent derrière un écran et ça gâche la vie à bon nombre de joueurs et de joueuses. Les stéréotypes sont tenaces, mais à l'image d'un boss final, on espère que la filière en viendra à bout pour montrer l'exemple. Pour finir sur une note joyeuse, je vous invite à suivre le tournoi annuel Mario Kart à 6J sur la chaîne YouTube de l'établissement et je vous assure qu'il y a du niveau. Je devais vous faire monter la hype avec les matchs de notre double champion consécutif Yanis, mais malheureusement hier il est tombé au quart de finale. Ça veut dire qu'on aura un tout nouveau champion cette année, mais alors je suis bien triste de l'avoir perdu. Si ça vous intéresse, suivez le tournoi sur la chaîne YouTube de l'établissement et bienvenue dans l'e-sport. Merci Hugo. Et je vous propose d'enchaîner avec une note musicale et Karine qui va nous parler du Nancy Jazz, du NJP. Et oui, le festival incontournable du Grand Est s'est déroulé du 5 au 19 octobre dernier à Nancy. Ce fut évidemment un véritable succès pour cette édition 2024 avec une programmation très ambitieuse pour tous les passionnés de musique et quel que soit son âge puisque cette année, des concerts ont été proposés aux enfants et ce dès l'âge de 6 mois. Pour sa 51e année, les NJP ont été ponctués par des conférences, des tables rondes, des ciné-jazz, des concerts au parc de la Pépinière principalement, et dans d'autres endroits comme à l'autre canal, à la Manufacture et bien sûr en dehors de l'agglomération. Inutile de vous dire que ces différents temps forts ont été mémorables pour les Nancéens, alors justement aujourd'hui je voulais vous partager une pépite pour laquelle j'ai véritablement craqué lors d'une soirée au chapiteau. Cet artiste s'appelle Sona Jobarteh. Je vous laisse découvrir un extrait de sa prouesse musicale et je vous en parle un peu plus ensuite. Alors, qui est cette talentueuse artiste d'origine britannique et gambienne ? Eh bien, Sona Jobarteh est la première femme à jouer au niveau professionnel de la kora. C'est un instrument traditionnellement joué par les hommes de père en fils et répandu principalement en Afrique de l'Ouest. Sona Jobarteh a appris à jouer avec son grand-père et a ensuite poursuivi son chemin qui lui réussit si bien aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu ce qu'est la kora, alors c'est un instrument à cordes, reconnaissable à sa sonorité très chaleureuse et enchanteresse, un peu comme le son de la harpe. Alors, une kora est fabriquée à partir d'une demi-calebasse recouverte d'une peau de bœuf, à laquelle est fixé un manche qui retient 21 cordes. Alors, en fait, moi, ça me fait penser un petit peu à une grosse louche de laquelle sort ce son si envoûtant. Pour terminer, j'ajouterai que Sona Jobarteh est également engagée et chante la cause des femmes en abordant différents sujets de société et en posant la question du pouvoir des femmes dans la société africaine. Son nouvel album est à écouter sur son site https://sonajobarteh.com sonajobarteh.com. Et pour revivre cette échappée 2024 des NJP, je vous invite à consulter le site nancyjazzpulsation.com. À la semaine prochaine. Merci Karine. Merci beaucoup à tous pour ces reportages. Pour conclure, on va encore parler des femmes, mais plus globalement des femmes dans la société. Et je vous propose après que nous débattions ensemble sur ce sujet.
J'aimerais, avant de poursuivre notre émission, dresser cependant le parcours extraordinaire qu'est celui des femmes dans notre société, avec le prisme des influences religieuses. Tout d'abord, rappelons-nous que pendant des siècles et des siècles, les femmes n'étaient que spectatrices de leur propre destin. Considérées comme des mineures juridiques, elles ne pouvaient ni voter, ni posséder de biens, ni même choisir leur propre vie. Leur rôle se limitait à celui d'épouse et de mère, assignées à des tâches domestiques sans reconnaissance sociale. Pendant ces mêmes périodes, les religions ont également joué un rôle ambivalent dans la condition féminine entre émancipation et assujettissement. Chaque tradition religieuse porte des héritages complexes qui façonnent encore aujourd'hui le statut des femmes. Notons toutefois des avancées considérables qui ont contribué à l'émancipation des femmes. Les suffragettes au début du XXe, qui se sont battues avec acharnement pour obtenir le droit de vote, ces pionnières ont ouvert la voie à une transformation profonde de la société. Puis l'arrivée de la pilule contraceptive qui a libéré les femmes, leur permettant de choisir leur destin et le droit à l'avortement. L'entrée massive des femmes sur le marché du travail qui a bouleversé les équilibres sociaux. L'égalité professionnelle qui est un combat concret avec la volonté de briser les plafonds de verre. Des femmes occupent aujourd'hui des postes à responsabilité en politique, dans l'entreprise, dans les sciences, dans les arts. Notons que des ministres, des chefs d'État, des prix Nobel témoignent aujourd'hui de cette évolution remarquable. Pourtant, le chemin reste long. Comme nous l'avons évoqué au début de cette chronique, l'histoire des femmes n'est pas un long fleuve tranquille, mais un parcours fait de contrastes, de paradoxes et d'injonctions sociales et ou religieuses. Les inégalités sociales persistent, le harcèlement et les violences sexistes sont toujours présentes, et nous constatons encore aujourd'hui que l'appartenance à une croyance religieuse peut influencer la place des femmes. Nous l'avons un peu remarqué dans vos différents reportages, que cette place reste encore à défendre et à affirmer à travers la dark romance, qui présente quand même une relation homme-femme, une position des femmes très particulière et qui touche aujourd'hui les jeunes générations. Si je parle sous ton contrôle, Charline, et n'hésite pas à intervenir, j'ai envie de te demander, est-ce que ça touche principalement les jeunes filles ou est-ce que cette dark romance a un spectre plus large au niveau des lectrices ou des lecteurs ? Non, alors majoritairement, c'est un public féminin qui lit ce type de littérature. Comme je l'ai dit, les garçons sont aussi influencés par des réseaux sociaux comme TikTok. En revanche, ça va plus être des livres comme Robert Greene, par exemple, donc des livres de manipulation, entre guillemets, assez problématiques également. On estime à environ moins de 5% le lectorat masculin en dark romance. Surtout des lectrices. Nadège nous a parlé de l'uniforme à l'école avec cette petite question en fin de reportage. Jupe pour les filles, pantalon pour les garçons. Alors, j'ai l'impression qu'on fait un peu un grand écart. Là. La dark romance, l'uniforme à l'école, on est dans des choses à la fois presque ambivalentes. Enfin, c'est des univers presque différents où on a une approche de la dark romance avec quelque chose qui peut paraître un petit peu non conforme ou un peu moins conformiste, et pour autant l'uniforme à l'école. Aujourd'hui, ça paraît assez difficile de faire un état de situation sur le pour ou le contre. Nadège, j'ai l'impression que ce soit fille ou garçon, c'est plus les signes qui sont importants ou l'appartenance à une communauté que l'uniforme en lui-même. Ils sont tous d'accord pour dire finalement qu'ils aiment le fait d'avoir un t-shirt, un sweat avec un logo, une appartenance à leur classe notamment. On a des classes biosport, des classes inter, donc ils sont contents finalement d'avoir un signe distinctif de classe. Après, les filles se défendent de pouvoir mettre des jupes, des petits hauts, voilà. C'est toujours un petit peu la difficulté, et c'est pour ça que finalement, je suppose que le port de l'uniforme revient aussi dans les débats, c'est-à-dire que finalement, on a beaucoup de soucis avec des tenues qu'on trouve trop courtes, des petits hauts qui sont trop décolletés. Voilà. Alors les filles se plaignent en disant oui, mais on dit jamais rien aux garçons. Donc ce débat existe aussi finalement, dans la façon de porter des choses. C'est compliqué, surtout que on sait bien que quand on va faire les magasins à l'heure actuelle, on a plus de jeans qui sont troués qui ne le sont pas. Donc il faut aussi qu'on évolue et puis qu'on soit capable d'accepter
ce que nous, on n'avait pas l'habitude de porter, mais voilà, vivre avec son temps, on dit. Mais malgré tout, il faut leur comprendre que je pense qu'il y a un endroit pour tout. Voilà, quand on leur dit les claquettes et le short, c'est plage plus. Ils comprennent bien, ils ont bien conscience. Moi, je leur fais toujours la réflexion à leur dire, finalement, est-ce que tu porterais ça pour aller à ton oral de français ou de brevet? Là, il dit non. Je lui dis alors voilà, tu sais finalement quelle tenue tu dois porter à l'école. Et puis c'est la première image qu'on renvoie. Donc je pense que c'est important aussi de leur dire que de faire attention à l'image qu'ils ont envie de renvoyer, et un peu comme finalement dans la dark romance, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'on pense d'eux, et puis quelle image ils veulent renvoyer. Oui, effectivement, ça renvoie beaucoup aux images. Hugo nous parlait de stéréotypes dans son reportage, et l'intervention de Tia, qui est assez significative, en tout cas aujourd'hui, de la place que les filles, ou voire les femmes, ont encore à faire dans certains milieux, et aussi ce milieu du e-sport. Mais j'ai l'impression qu'elle s'en sort pas mal, Tia. Oui, Tia est une excellente joueuse, mais je dirais que un problème plus général serait l'anonymat sur Internet, où les gens, du moment qu'ils sont cachés derrière un écran, qu'on ne peut pas les retrouver, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait mon ancien prof de physique. Les gens se permettent tout et n'importe quoi. On l'a vu d'ailleurs autre part que dans le e-sport, quand on regarde les politiques, on nous parle sans arrêt du réseau social X, où tout le monde se lâche, la campagne américaine qu'on a suivie avec Donald Trump, c'était du grand n'importe quoi. Nos politiques commencent à suivre un peu le même exemple aussi, et les gens se lâchent complètement. Alors, ça peut être de l'homophobie, du racisme, de la misogynie aussi. Et pourtant, les femmes ont bien leur place dans le domaine. C'est juste de bas étage. C'est une attaque facile, gratuite, pour, on va dire, soulager peut-être une frustration qui s'accumule et un manque de savoir-vivre, tout simplement. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec l'ensemble de ce que disait Nadège sur le port de l'uniforme, l'appartenance, l'image que ça renvoie. Après, il y avait aussi l'excuse de dire que ça va masquer les différences sociales, les inégalités sociales. Alors moi, l'argument là, j'ai un peu plus de mal, parce que pour moi, on met la poussière sous le tapis. C'est pas en masquant le problème qu'on va régler le problème à la source. Pour moi, le problème, c'est que les gens sont intolérants. Ils voient quelqu'un qui n'a pas de marque, qui joue moins bien, qui est une femme, donc on l'attaque. Non, c'est pas ça notre société, c'est pas ça la République. Donc voilà, moi cet argument-là ne me plaisait pas, tu ne l'as pas cité d'ailleurs, de dire que l'image qu'on renvoie, oui, effectivement, nos élèves vont arriver prochainement dans le monde adulte, dans la vie professionnelle, et effectivement, il faut, on va dire, garder une certaine norme pour passer partout, sans oublier son petit grain de folie de temps en temps, mais on va peut-être se garder pour le week-end, quoi, tout simplement. Merci Hugo. Oui, à vous écouter, on entend que c'est un grand sujet, et on pourrait en débattre, je pense, pendant des heures et des heures autour de ce micro. Est-ce que les arts, la musique laissent un peu plus de femmes? Est-ce qu'aujourd'hui, la place des femmes dans cet environnement-là est encore à faire ou pas, Karine? Alors, les femmes sont bien présentes sur la scène musicale. Les NJP l'ont prouvé encore cette année. Tout est à poursuivre. Le chemin est là, est ouvert. La route est bien là. Les femmes, par elles-mêmes, peuvent marcher sur cette route. Bien sûr, si elles sont soutenues et accompagnées, leur art ne pourra être que plus sublimé et être encore mieux reconnu. Mais les femmes ont toujours été, seront toujours là, bien sûr. Merci beaucoup. J'ai envie de dire que le combat continue, que chaque génération apporte sa pierre à l'édifice de l'égalité. Les jeunes femmes d'aujourd'hui sont plus éduquées, plus connectées, plus déterminées que jamais à construire une société où le genre ne sera plus un critère de discrimination. Et puis, j'ai envie de conclure aussi en disant que notre société se construit avec et grâce aux femmes. La place n'est plus à conquérir, elle est à partager. C'est la fin de cette émission. Merci Charline, Nadège, Hugo et Karine. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle émission.